Bonjour à tous. Du coup, je vais vous parler de préemption et de VM. Donc, ça va être, j'espère, intéressant. Donc, je m'appelle Baptiste Massé, je suis ingénieur logiciel et je suis Green IT enthousiaste. Qu'est-ce que c'est que le Green IT? On se demande, mais je vais essayer de vous en parler un petit peu. Donc, pourquoi le Green IT? Moi, ça vient en fait, il y a 2 ans, j'ai fait deux, je ne sais pas si vous connaissez les fresques, j'ai fait deux fresques, la fresque du climat et la fresque du numérique. Et pendant ces fresques, en gros, on parle c'est des ateliers qui nous permettent de voir l'impact de l'humain sur le climat, sur le changement climatique, et d'un autre côté, l'impact du numérique sur plein de choses, sur le climat, mais aussi sur l'humain, mais aussi sur les pays, des impacts socio-économiques. Et il y a une notion là-dedans qui m'a marqué, c'est le triangle de l'inaction. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais complètement dedans. Donc le triangle de l'inaction, c'est quoi? C'est quand les citoyens se disent c'est au gouvernement et aux entreprises de faire le boulot, quand le gouvernement rejette la faute sur les citoyens et les entreprises, etc. Et en fait, du coup, j'ai commencé à me dire, en fait, il faudrait peut-être que je mette en action déjà personnellement. Donc j'ai commencé à faire ça, j'ai regardé un peu, j'ai changé de téléphone, j'ai essayé de ne pas changer de téléphone portable, voilà. Donc c'est un point important. Et après, je me suis dit, mais du coup, qu'est-ce que je pourrais faire au niveau de mon entreprise? Et donc je me suis intéressé, donc le Green IT, en tant qu'ingénieur logiciel, en fait, finalement, c'est quelque chose qu'on peut appliquer au sein de son entreprise. Et donc de se mettre en action à ce niveau-là. Et donc j'ai essayé d'identifier déjà des territoires. Donc il y a le territoire du logiciel, où on peut faire de l'optimisation de code, de l'optimisation des échanges, du design. Il y a la partie transformation, où là on va parler plutôt de sobriété numérique, on va parler d'ACV, je ne sais pas si ça vous parle l'ACV, l'analyse du cycle de vie, c'est j'ai un service numérique, il consomme en étant exécuté, mais il consomme aussi parce qu'on a fabriqué des outils pour le faire fonctionner. C'est-à-dire qu'un serveur, il a fallu extraire des métaux pour construire le serveur, il a fallu les nettoyer, utiliser de l'eau pour les nettoyer, il a fallu les rassembler, les fabriquer et puis ensuite les utiliser. Et finalement, en plus, la plus grande partie est plutôt sur la fabrication que sur l'utilisation. Il y a la partie infrastructure, où finalement, j'ai une infrastructure, comment je fais en sorte d'allonger sa durée de vie, de ne pas changer mes écrans, etc. Et il y a la partie Cloud DevOps. La partie Cloud DevOps, c'est finalement comment je fais en sorte qu'une infrastructure, je puisse la partager. Donc comment je peux faire, par exemple, de la micro-segmentation de services qui va me permettre de scaler correctement mon service par rapport à la demande, de faire de la scalabilité à zéro, donc d'éteindre mes services quand j'en ai pas besoin et d'augmenter quand j'en ai plus besoin, et de faire du partage de ressources. Et aujourd'hui, c'est le partage de ressources qui va m'intéresser. Donc le partage de ressources, c'est quoi déjà? C'est se dire que j'ai une infrastructure de départ. Mais déjà, comment je dimensionne ma première infrastructure? En fait, on s'est tous retrouvés avec un pic de charge meurtrier sur notre infrastructure. On s'est dit, en fait, finalement, je ne tiens pas la charge. On m'a fait des appels et puis des DOS. Voilà, ça ne marche plus. Et donc, j'ai augmenté la taille de mes infrastructures par rapport à la demande, par rapport à ce qui m'arrivait, par rapport à un goulot d'étranglement à un endroit A ou à un endroit B. Et au final, à un moment, j'ai réussi à dimensionner mon infrastructure sans trop de problèmes. Le problème est que j'ai une infrastructure, j'ai acheté plein de machines, j'ai plein de serveurs, mais bon, je ne les utilise pas tout le temps. Qu'est-ce que je fais quand je n'utilise pas mes serveurs? Est-ce que je passe des batchs? Quel batch je passe? Est-ce que je dois les arrêter quand j'ai un autre service qui va démarrer? Comment je fais ça? Donc on pourrait essayer de s'imaginer un monde parfait. Le monde parfait, ce serait quoi? Ce serait, d'un côté, j'ai un service nominal qui peut scaler à la demande autant qu'on veut. Et de l'autre côté, quand je ne l'utilise pas, n'importe qui peut venir utiliser ce service. Et bien par contre, quand j'en ai besoin, il me le rend. Et bien ça, c'est quelque chose qui existe. Ça s'appelle les machines préemptives. Et c'est le sujet de ce talk. Et du coup, chez les GAFAM, ça s'appelle EC2 Spot chez AWS, Azure Spot chez Microsoft et VM Spot chez Google. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que ces machines préemptives? Et bien en fait, c'est la capacité inutilisée des cloud providers. C'est en gros tout ce qu'ils n'utilisent pas, ils le mettent à disposition. Et au départ, c'est une idée de Google, avec les préemptives VM. Et leur idée, c'est de se dire, je fais un rabais de 90%, un super rabais, de 90% sur toutes mes machines, vous pouvez les utiliser. Par contre, dans la minute, je vous les reprends, je vous fais une alerte. Donc il y a une fonctionnalité qu'on peut souscrire, ça s'appelle un pré-stop. C'est comme sur des conteneurs cubes, où on dit, pendant ce laps de temps, cette minute, j'ai le droit de venir sauvegarder 2-3 dernières informations, mais derrière, j'ai plus la machine. On récupère les ressources.
Et du coup, ça vient du droit de préemption. Donc préemptif pour le droit de préemption. Le droit de préemption, c'est plus connu dans l'immobilier. Ça vient de préemption, donc un achat en premier. Et donc en fait, dans l'immobilier, c'est quand une mairie ou une collectivité va dire OK, il y a quelqu'un qui vend un bien, et ben moi je vais décider de l'acheter. Même s'il y a des vendeurs, même s'il y a plein de vendeurs, même si on veut le vendre à son frère ou à sa famille, ben non, la mairie a le droit d'acheter en premier. Et ça a tellement bien marché que maintenant tous les cloud providers le font, et qu'il y a même un système d'enchères. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui veulent des machines préemptives, ben plus elles sont chères. Et voilà, donc les rabais sont différents. Mais bon, le problème qu'on a, c'est que là, on parle des GAFAM quand même. Donc, on parle de Green IT, on parle des GAFAM, il y a quand même un truc un petit peu... Voilà, ils font quand même de la publicité, enfin, c'est pas éthiquement. Et puis même en ce moment, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, on se rend compte que d'un coup, il n'y a plus de loi sur l'inclusivité. Bon, ils arrêtent les politiques d'inclusion. Bon, voilà. On se rend compte que finalement, ils ont leur propre morale, et donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire nos propres machines préemptives avec de l'éthique et des valeurs? Donc déjà, dans un premier temps, il faudrait comprendre ce que c'est que l'infrastructure as code. C'est-à-dire que du coup, j'ai du hardware. Sur ce hardware, je vais devoir le virtualiser pour avoir des VM. Ça va me permettre de pouvoir arrêter des traitements, de les arrêter quand je veux, de les démarrer quand je veux. Et je vais pouvoir, sur cette capacité de calcul virtualisée, je vais pouvoir installer des middleware. Et donc tout ça, c'est l'infrastructure as code, c'est en fait finalement me permettre sur une infrastructure physique de créer ma capacité de calcul et d'installer des middleware dessus pour pouvoir les utiliser pour faire de l'applicatif. Donc c'est comment je passe du physique au virtuel. Donc maintenant, j'ai mes machines virtuelles. Je vais vouloir du coup manager cette capacité virtuelle. Donc je vais prendre une partie de ces VM et je vais le mettre dans un... Enfin nous, c'est ce qu'on a fait dans une de mes missions, c'est qu'on l'a mis sur un cluster Kubernetes. Donc le cluster Kubernetes, ça me permet d'avoir des conteneurs et donc de pouvoir allouer de la capacité de calcul à une applicatif ou à un autre. Le problème, c'est que je ne vais pas savoir à qui je vais allouer quoi ou qu'est-ce. Donc je vais devoir faire de l'observabilité pour savoir qui consomme quoi. Donc l'observabilité, c'est quoi? Si on rentre dans le détail, c'est le fait que j'ai des applications. Ces applications, ils vont avoir des logs applicatifs, il va y avoir des traces du chemin par où ils sont passés et des métriques d'infrastructure. Et l'ensemble de ces données, je vais les agréger. Je vais les agréger dans un agrégateur de logs. Je vais pouvoir d'un côté faire du monitoring et de l'autre, je vais pouvoir faire de l'alerting. Je vais pouvoir faire du mail, je vais pouvoir faire du Slack et je vais pouvoir faire de la scalabilité. Donc je vais pouvoir faire deux choses. Du scale down up. Là, sur du Kubernetes, je vais plutôt faire du in-out, mais je pourrais faire du scale down up, donc passer d'une petite machine à une plus grosse machine, à encore une plus grosse machine, puis revenir à une moyenne machine. Mais bon, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'arrêt. Et sinon, je peux faire du in-out, donc je vais pouvoir faire, j'ai un conteneur, moi je vais plutôt en avoir 2, 3, 4. Donc maintenant, je suis content, j'ai ma scalabilité. Donc je vais vouloir maintenant, si je veux faire de la scalabilité, je vais vouloir... quand je veux faire de la scalabilité out, je vais avoir besoin que mon état, je vais avoir besoin de faire du stateless. Alors je vais expliquer ce que c'est que le stateless. Le stateless, c'est le fait d'avoir un utilisateur, il passe par un load balancer, il arrive sur un serveur A, sur un serveur B, ou sur le serveur A, sur le conteneur A, sur le conteneur B ou sur le conteneur C. Et quoi qu'il se passe, s'il fait une demande, il va recevoir la même chose. Il aura le même résultat qu'il l'ait fait sur le serveur A ou sur le serveur B. Et en fait, celui qui va avoir la vérité, c'est la couche de persistance. C'est la couche, celle qui sert l'état. Donc je vais mettre en place une couche de persistance et un load balancer, ce qui va me permettre que mon service nominal soit scalable et qu'il réponde de la même façon sur chacun des conteneurs. Donc je vais pouvoir faire de la scalabilité out et in. Ensuite, du coup, je vais me dire, mais ok, je vais vouloir rajouter une queue pour pouvoir les traitements du coup qui ne sont pas urgents, pouvoir les mettre plus tard. Mais du coup, comment je qualifie l'urgence? L'urgence, en fait, c'est qu'est-ce qui entraîne une impossibilité d'utilisation. Donc, qu'est-ce qui a un fort SLA et qu'est-ce qui impacte beaucoup d'utilisateurs ou peu d'utilisateurs. Donc, je vais avoir une sorte de carré maléfique
que j'ai représenté en rouge, on ne va pas mettre du préemptif dessus, parce qu'en fait, ça va tellement impacter fortement mes utilisateurs que je vais me dire, ça, c'est prioritaire, du coup, je vais le mettre sur un service nominal. Donc, par exemple, un front-end, le front-end qui vous permet de commander sur un site e-commerce, ben vous ne le mettrez pas sur des machines préemptives, parce que si plus personne ne peut commander, c'est dommage. Il y a aussi une autre chose, nous, qu'on a rencontré, qu'on ne pouvait pas mettre sur des machines préemptives, c'est des ETL de data chaude. Donc nous, c'était dans le cadre dans un stade, les gens passaient à la billetterie, et en fait, on voulait leur envoyer un mail pour leur dire bonjour, bienvenue, votre place est à tel endroit, etc. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui a besoin de rapidité. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre sur des machines préemptives. Il y a d'autres choses qui ont moins d'urgence, qui sont moins prioritaires, qu'on peut faire plus tard. Donc c'est tout ce qui est. Donc c'est des applications qui doivent être tolérantes à la panne, puisqu'on va pouvoir les récupérer avec les machines préemptives. Et ça va être des choses comme des ETL de data froide. Donc qu'est-ce que c'est? Donc le ETL, c'est extract, transform, je ne sais plus, load, voilà, merci. Extract, transform, load. Et donc du coup, c'est les ETL de données froides, ça va être par exemple, je vais passer mes données de mon service, de ma base principale vers un data warehouse ou vers un data lake, ou je vais l'envoyer dans mon CRM. Et il y a d'autres choses. Là, ça dépend. En fait, ça va plutôt être le métier qui va dire est-ce que je veux que ce soit tolérant à la panne ou pas, est-ce que je veux que ça puisse s'arrêter. Et donc là, ça va plutôt être le métier. Il y a des choses intéressantes là-dedans qu'on peut mettre. C'est par exemple la scalabilité au-delà de la charge max. C'est-à-dire qu'on a défini notre charge max. Bah, si on veut aller au-delà, on peut très bien prendre des machines préemptives pour rajouter des conteneurs. Et puis si on nous les récupère, c'est pas grave. Donc ça, c'est dans le cadre, c'est ce qu'on appelle du bursting, du débordement. Ça, c'est dans le cadre de l'utilisation du cloud. On peut avoir ses propres serveurs et se dire, je vais déborder une partie dans le cloud. Et du coup, on se retrouve avec, donc là, j'ai mis en rouge la partie service nominal, et en vert, ce serait plutôt la partie préemptif. Donc on se retrouve avec notre cluster qui est géré, où je vais pouvoir faire de la scalabilité sur la partie rouge, où je vais pouvoir la diminuer quand j'ai moins de demandes, et grâce à mon observabilité, je vais savoir, je ne sais pas si vous connaissez par exemple des notions comme KEDA ou HPA qui vous permettent dans un cluster cube de pouvoir diminuer ou de faire de la scalabilité, quoi. Et en fait, la partie KEDA qui est vraiment intéressante, c'est le fait qu'on peut le faire sur des données, sur des données métiers. Donc ça permet de requêter une source tiers et donc de se dire, donc via de l'observabilité, on peut dire, ok, j'ai plus de clients, enfin il y a une donnée métier qui m'intéresse, que je vais venir viser, et cette donnée métier, si elle arrive dans un certain état, je vais pouvoir m'adapter et augmenter ou diminuer la place que prend mon service nominal. Voilà. Je voulais vous présenter des exemples de patterns pour peut-être mieux illustrer. Donc là, par exemple, on reste sur en rouge le service nominal et en vert ce qui va être préemptif plutôt, sur des machines préemptives ou sur des services préemptifs. Par exemple, un web server pour une billetterie, bah, toute la partie web server, on veut répondre rapidement à notre utilisateur, il veut commander des places, voilà. On va mettre une file d'attente en place s'il faut. Et par contre, tout ce qui est mise dans le CRM pour faire des campagnes plus tard pour le prochain concert des Rolling Stones, ça, je peux le mettre sur des machines préemptives. Je peux le faire dans 6 mois, on s'en fiche. C'est pas urgent. Et pareil, pour le mettre dans le data lake, on peut mettre sur des machines préemptives. Une autre notion que j'aime bien, c'est la partie Command Query Responsibility Ségrégation. Parce que souvent, on veut séparer les deux, où il y a plein de gens qui veulent séparer les deux. Il y a plein de patterns là-dessus où on se dit on veut séparer les deux parce que c'est important. Et bien en fait, oui, c'est important parce que ce n'est pas la même chose. C'est que souvent, on veut lire la donnée, on veut savoir la donnée, on veut mettre à disposition la donnée à l'utilisateur. Et après, on veut que l'utilisateur puisse faire des commandes, puisse faire des choses dans notre système. Mais après, lui livrer son nouvel ordinateur ou son nouveau téléphone qu'il n'aurait pas dû acheter si vous voulez faire du Green IT, et bien ça va prendre plus de temps. Et donc ça va pas, il y aura des dépendances, il y aura un livreur, il y aura d'autres systèmes qui vont venir parler avec nous. Et donc ces traitements-là, qui sont plus longs, où on peut faire plus tard, ben ces traitements-là, on peut les faire sur des machines préemptives. Mais il faut respecter des bonnes pratiques, parce que sinon ça ne marche pas. Bon, quelles bonnes pratiques? Déjà, il faut que ce soit court. Parce que si vous mettez sur une machine préemptive un traitement qui dure 10 heures, bah, si vous le perdez au bout de 9h30, bon, bah, vous êtes foutu, quoi. Enfin, vous avez 9h30 à temps.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il soit idempotent. Alors, je vais juste vous expliquer un tout petit peu l'idempotence. Idempotence, c'est quoi? C'est quand j'applique une fonction, quel que soit le nombre de fois que je l'applique, j'ai le même résultat. Donc, par exemple, regarder une pastèque, c'est idempotent. Alors que manger un bout de pastèque, c'est pas idempotent. Le résultat n'est pas le même. Quand je regarde une pastèque, à chaque fois, il va rester le même. Alors que ma pastèque, sinon, elle va se faire manger au fur et à mesure. Un autre exemple, plus dans l'informatique, c'est l'insert n'est pas idempotent. Si j'insère une fois, j'ai réussi à insérer. Si j'insère 2 fois, ça pète, ça plante. Alors qu'un upsert, lui, va être idempotent. Acknowledgeable, donc ça c'est en fait on imagine que sur une machine préemptive, je ne peux pas mettre quelque chose de critique. Si j'utilise le fait de l'acknowledgeable, le fait de rendre mon traitement acknowledgeable, je vais faire en sorte que à la fin du traitement, quand je suis sûr que celui qui doit être informé de que le traitement est bien réussi, quand j'en suis sûr et certain, là je vais dire à ma queue, c'est bon, tu peux supprimer le message. Donc c'est ça le fait de rendre acknowledgeable un traitement. Et donc ça, c'est pas pour tous les traitements, c'est pour les traitements dont on veut être sûr et certain qu'ils soient réalisés. On peut par exemple passer par une couche temporaire qui nous permet de pouvoir faire du retry plus tard. Il faut qu'il soit scalable aussi. Donc le fait qu'il soit idempotent, ça va nous permettre de les rendre plus facilement scalables. On va aussi essayer de rester sur des choses plutôt stateless qui vont nous permettre une scalabilité meilleure. Plus facile du moins. Donc scalable, c'est-à-dire que j'ai une queue qui augmente, il y a de plus en plus de S rempli, je vais vouloir mettre plus de web jobs pour pouvoir les traiter. Je vais vouloir qu'ils soient chaînables, donc j'ai un traitement de 10 heures, je vais le découper en petits traitements de 10 minutes, je vais vouloir les enchaîner en mettant à jour un statut à chaque fois, soit dans une queue, soit dans une couche de persistance tierce. Donc et je vais vouloir qu'il soit résumable, c'est-à-dire que je vais vouloir qu'il puisse être repris au milieu de la chaîne, parce que sinon ça n'a pas de sens. Donc pour conclure, on se rend compte que si on veut briser le triangle de l'inaction, se dire qu'on se lance dans le Green IT, déjà on peut faire des trucs dans son coin, mais qu'en fait on est tous des gens qui travaillent dans le logiciel, et que finalement à notre portée, en utilisant des services de tierces, parce qu'on n'a pas tous la possibilité de mettre son cluster cube, etc., mais en utilisant des services tierces et en travaillant tous les uns avec les autres, on est capable de finalement partager les ressources de calcul pour avoir moins d'impact. Voilà, parce que c'est important de se rappeler que chaque watt compte. On a l'impression qu'on est en France et du coup le mix énergétique est trop cool et donc ça va. Mais en fait, il faut savoir que quand on utilise beaucoup d'énergie en France, on va taper en Allemagne et on va faire tourner des usines au charbon voilà. Et puis qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent en France, genre Google, qui vont venir. Ah, on a un data center en France, il est hyper green. Oui, mais du coup, on fait tourner des services qui servent à l'autre bout du monde en France juste parce qu'on a des centrales nucléaires. Donc c'est un petit peu dommage. Et donc, il faut challenger nos besoins. Arrêter de faire des sites de dropshipping, par exemple. Petit exemple. Et il faut toujours challenger ces infrastructures, de savoir qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je pourrais mieux le faire. Donc un peu dans le sens de l'amélioration continue. Un peu dans le sens aussi que j'ai entendu ce soir pas mal sur le Boy Scout. Et puis toi aussi sur la partie SDLC. Et enfin, un truc ça c'est ma marotte, c'est mesurer le taux de ce qu'on fait, le taux d'utilisation des features. C'est arrêtons de faire des trucs sans se dire est-ce que ça va vraiment. Alors déjà, est-ce que ça va servir à quelqu'un au départ? Et finalement, une fois que je l'ai mis en place, est-ce que ça sert à quelqu'un? Parce que les trucs qui servent à personne, il faut les éteindre, il faut les supprimer. Voilà. Merci à Craft Record pour de m'avoir invité. Merci à Yann de m'avoir coaché.